1975-1979, le retour des tensions. Alors là, je vais mettre d'abord un truc sur un simple déplacement des affrontements. En juin 1963, le téléphone rouge, reliant directement les chefs d'État américains et soviétiques, symbolise la nouvelle politique de détente. En août 1963, États-Unis, URSS et Grande-Bretagne signent un traité à Moscou interdisant les expériences nucléaires atmosphériques. Ces trois puissances se retrouvent en 1968 pour s'entendre sur la non-prolifération de la technologie nucléaire civile et militaire. A noter que la France et la Chine refusent de signer ces accords, et en 1972, les accords SALT sont signés entre les deux super grands. Ils s'engagent à limiter la prolifération des armes nucléaires et des vecteurs atomiques. En 1973, Nixon se rend à Moscou. Sous l'impulsion des deux grands, les relations diplomatiques s'améliorent considérablement en Europe. En 1969, le chancelier ouest-allemand Willy Brandt entame une politique d'ouverture à l'Ouest. À l'Est, c'est ce qu'on a appelé l'Ostpolitik. Reconnaissance des frontières Oder-Neisse avec la Pologne, reconnaissance mutuelle des deux Allemagnes, reconnaissance des crimes de guerre commis en Pologne, commis en Europe orientale, du temps du nazisme. En se recueillant à genoux devant le monument élevé en mémoire des victimes du ghetto de Varsovie, Willy Brandt fait entrer l'Allemagne dans la voie de la repentance, et lui permet de réintégrer vraiment le concert des nations. De terrain d'affrontement, l'Allemagne devient une passerelle entre Est et Ouest. Enfin, en 1975, 35 pays européens signent les accords d'Helsinki qui en concrétisent les grands principes. Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État, autodétermination des peuples, inviolabilité des frontières européennes, renonciation au recours à la force, développement de la collaboration économique, scientifique et technique, et garantie du respect des droits de l'homme. Il faut cependant nuancer cette impression de détente entre les deux blocs. Les conflits se poursuivent, voire se développent dans le tiers-monde. Les États-Unis tentent de contrôler des pays qui tendaient à s'émanciper économiquement. Ils multiplient les interventions militaires en Iran, 1953, mais surtout en Amérique latine, Nicaragua, Saint-Domingue, Chili, avec le renversement du gouvernement démocratique de Salvador Allende. Par le général Pinochet, soutenu par la CIA. Les Américains doivent ainsi lutter contre des guérillas d'inspiration cubaine, guévariste, maoïste. L'opération Condor, menée par la CIA, permit de coordonner les services de police des dictatures pro-américaines. Leurs polices n'hésiteront pas à utiliser la force, la torture et la violence, mais également les exécutions sommaires, pour réprimer les mouvements de contestation populaire étiquetés communistes. Les Cubains agissent également en Afrique. Ils y rencontrent des agents chinois qui s'appuient sur des groupes locaux pour lutter contre le néocolonialisme occidental. Le tiers-monde est donc traversé dans les années 60-90 par des luttes très sanglantes opposant des groupes rivaux appuyés par différentes grandes puissances étrangères. De 1945 à 1989, l'opposition entre blocs fut à l'origine de 127 guerres et conflits, 127 guerres et conflits civils qui causèrent la mort de 22 millions de personnes, dont 90% se situent dans les pays du Sud, dont 90% se situent dans le tiers-monde. Donc 1975-1979, une crispation de premier ordre. Les accords d'Helsinki posent des problèmes dans leur application. Les Américains hésitent à transférer de la technologie pétrolière à Moscou. L'URSS, quant à elle, continue de réprimer tous les mouvements démocratiques. L'internement du dissident Andreï Sakharov déclenche une vague de contestation internationale. L'obtention du prix Nobel de la paix pour son action en faveur des droits de l'homme en URSS déclenche la colère du Kremlin.
Suite au revers américain du Vietnam, les soviétiques interviennent pour établir des régimes socialistes en Angola et au Mozambique en 1975, en Éthiopie en 1977, et ils soutiennent des guérillas en Amérique latine. Mais la crise la plus déstabilisante fut celle d'Afghanistan. En avril 1978, un coup d'État communiste renverse la monarchie afghane. Les réformes radicales, fermeture de mosquées, scolarisation des femmes, interdiction du voile, prises par le nouveau gouvernement, choquent une opinion publique très traditionnelle, notamment dans les régions rurales. Des mouvements de résistance s'organisent autour des imams pour éviter une contagion. Aux républiques musulmanes du sud de l'URSS, Moscou décide d'intervenir militairement en décembre 1979. C'est une rupture essentielle puisque les Américains vont réagir radicalement à cette tentative d'expansion communiste, à cette tentative d'expansion de l'URSS.